La première fois que mes parents m'ont contacté après 2 ans de silence, j'ai cru qu'ils voulaient enfin s'excuser. J'avais tort. Ils voulaient ma signature. Mon père essayait de vendre la maison du lac de mon grand-père pour 320 000 $ et il avait besoin que je signe toute réclamation que j'avais à ce sujet. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 7 ans plus tôt, grand-père Howard avait secrètement placé cette maison dans une fiducie et il m'avait nommé comme seul bénéficiaire. Je m'appelle Paige Afton. J'ai 32 ans et le jour où mon père a essayé de me prendre cette maison, c'est le jour où j'ai finalement découvert à quel point mon grand-père avait fait pour me protéger. J'ai grandi près de Knoxville, Tennessee. Mon père, Gerald, gérait une succursale bancaire tandis que ma mère Diane était profondément impliquée dans les activités de l'église. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille parfaite, mais à l'intérieur de notre maison, ma sœur cadette Meredith passait toujours en premier. Elle a reçu des leçons de piano, des vêtements coûteux et une voiture à l'âge de 16 ans. On m'a dit de travailler pour ce que je voulais. Mon père m'appelait le fort. Pendant des années, j'ai pensé que ça voulait dire qu'il était fier de moi. Finalement, j'ai compris que fort signifiait simplement que j'étais la fille qu'il s'attendait à survivre sans aide. J'ai travaillé au lycée et au collège et je suis finalement devenue la première personne de ma famille à obtenir son diplôme. Mes parents ont promis d'assister à ma remise des diplômes, mais ce matin-là, mon père a appelé et a dit que Meredith avait besoin d'aide pour déménager. Alors, j'ai traversé cette scène seule. Cet après-midi-là, grand-père Howard m'a appelé. Il m'a dit qu'il était fier de moi, puis a dit qu'il s'était déjà occupé de quelque chose. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. Grand-père était la seule personne de ma famille qui ne m'a jamais fait me sentir comme un deuxième choix. Il m'a emmenée dans sa maison au bord du lac, m'a écoutée, m'a fait rire et m'a traitée comme si j'avais de l'importance. Des années plus tard, j'ai rencontré Daniel, un électricien. Nous sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés. Mon père l'a immédiatement détesté parce qu'il pensait que j'aurais dû épouser quelqu'un de plus prospère. Puis vint le Noël qui mit fin à tout. Meredith m'a demandé 5 000 $ de plus pour sa boutique. Elle m'avait déjà emprunté de l'argent 2 fois et ne l'avait jamais remboursé. J'ai dit non. Mon père a explosé devant 15 parents. Il m'a accusé de refuser d'aider ma propre famille. Ma mère a alors suggéré que j'avais besoin d'une aide professionnelle. Personne ne m'a défendue. Je suis sortie avec Daniel. C'était la dernière fois que j'entrais dans la maison de mes parents. Pendant 2 ans, ils n'ont jamais appelé. Au lieu de cela, ils ont dit à leurs proches que j'étais instable et que Daniel me contrôlait. Mon père a même contacté quelqu'un de mon passé et a affirmé qu'il s'inquiétait pour ma santé mentale. Lentement, tout le monde a cessé d'appeler. Daniel et moi avons construit une vie tranquille, loin d'eux. Puis un mardi matin, une lettre d'un cabinet d'avocats est arrivée. Il a dit que mon père vendait la maison du lac pour 320 000 $ et avait besoin de ma signature sur un acte de réclamation rapide. Après 2 ans de silence, c'était la première fois que ma famille me contactait. Ils ne voulaient pas que je revienne. Ils voulaient quelque chose de moi. Cette nuit-là, je me suis souvenue d'une enveloppe que j'avais trouvée parmi les affaires de grand-père 7 ans plus tôt. Il y avait mon nom dessus, mais je ne l'avais jamais ouvert. Je l'ai finalement fait. À l'intérieur se trouvait une confiance irrévocable. Grand-père avait transféré la maison du lac dans la fiducie. Avant sa mort, j'étais le seul bénéficiaire. Il y avait aussi une note manuscrite. Grand-père a écrit qu'il savait que mon père favorisait Meredith. Il m'a dit que la maison du lac était à moi et m'a averti de ne jamais laisser personne me dire le contraire. J'ai appelé son avocat, Thomas Callaway. Il a confirmé que la confiance était tout à fait valable. Puis ma cousine Rachel m'a dit pourquoi mon père avait besoin d'argent. La boutique de Meredith échouait. Mon père avait cosigné ses prêts et refinancé leur maison pour maintenir l'entreprise en vie. Il était personnellement responsable d'une énorme dette. La vente de 320 000 Lake House était censée les sauver, et j'étais le seul obstacle. Alors, je suis allée au bureau de l'avocat. Mon père attendait. Il a agi comme si 2 ans de silence ne signifiaient rien. Il m'a dit que la maison était vide. Meredith avait besoin d'aide, et grand-père aurait voulu qu'on reste ensemble.
Puis il a poussé l'acte de réclamation rapide vers moi. Il a même répété l'histoire de mon instabilité. Puis son téléphone a sonné. C'était Meredith. Elle m'a demandé si j'avais déjà signé. Puis elle a dit « Papa, dis-lui simplement que c'est pour la famille. » Elle cède toujours quand tu dis ça. L'avocate a tout entendu. Mon père a mis fin à l'appel et a exigé que je signe. J'ai refusé. Il a menacé de poursuites judiciaires. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon dossier. J'ai placé le document de confiance sur la table. L'avocat l'a lu. Son expression changea. Il a appelé Callaway, qui a confirmé que le Lake House appartenait à la fiducie et que j'étais le seul bénéficiaire. Mon père ne l'avait jamais possédé. L'acte de réclamation rapide était sans valeur. Pour la première fois, j'ai vu mon père perdre le contrôle d'une pièce. Puis il a admis la vérité. Il avait besoin d'argent pour sauver l'entreprise de Meredith et protéger leur maison. Je l'ai regardé et lui ai dit « Tu as tout risqué pour elle, mais tu ne pouvais pas passer un seul coup de téléphone pour demander comment j'allais. » Il n'avait rien à dire. Je lui ai dit que je ne vendrais pas la maison de Goat Lake, pas pour me venger, parce que grand-père avait fait son choix. Mais mes parents n'avaient pas fini. Ce soir-là, Rachel m'a dit que mon père, ma mère et Meredith étaient allés à la maison du lac. J'ai appelé. Il leur a envoyé une demande légale de partir. Meredith a même posté une photo en ligne assise dans la vieille chaise verte de grand-père, parlant de souvenirs de famille et de se battre pour ce qui comptait. J'ai regardé cette photo parce que j'avais aidé grand-père à construire cette chaise quand j'avais 10 ans. Ils sont finalement partis avant la date limite. Une semaine plus tard, je suis allée au Lake House sur la table de la cuisine. Mon père avait laissé une clé dans une courte note. Il a dit « Cela n'a jamais été à propos de l'argent. » Je ne savais pas s'il fallait le croire. Je me suis dirigée vers le quai et je me suis assise sur la chaise de grand-père. Le lac était complètement immobile. Pour la première fois en 2 ans, je me sentais comme chez moi. Sans l'argent du Lake House, la boutique de Meredith s'est effondrée. Mon père a vendu son camion, a pris de l'argent de son compte de retraite et a retardé sa retraite. Puis l'histoire s'est répandue à travers la ville. Les gens ont commencé à se demander pourquoi Gérald n'avait jamais entendu parler de la fiducie et pourquoi Paige avait été qualifiée d'instable alors qu'elle avait les documents juridiques. Tout au long, l'histoire que mes parents avaient créée a commencé à s'effondrer. Certains proches se sont excusés, d'autres ne sont jamais revenus. Et finalement, j'ai cessé d'en avoir besoin à Daniel et j'ai restauré la maison du lac. En nettoyant le garage, j'ai trouvé une vieille photo de grand-père et moi debout au bord du lac quand j'étais petit. Je l'ai encadrée et je l'ai accrochée dans la cuisine. Cette photo m'a appris ce que grand-père m'avait vraiment laissé. Ce n'était pas qu'une maison, c'était une preuve. La preuve que quelqu'un m'avait vu. La preuve que quelqu'un a compris que je méritais mieux. 1 mois plus tard, j'ai écrit une lettre à mes parents. Je leur ai dit que la maison du lac resterait dans la fiducie. Je leur ai dit que je n'étais pas intéressée par la vengeance, mais s'ils voulaient à nouveau une relation avec moi, cela devrait commencer par l'honnêteté. Pas de culpabilité, pas de manipulation, pas d'argent. J'ai posté la lettre et j'ai arrêté d'attendre. Aujourd'hui, je suis toujours assis sur ce quai. Parfois Daniel me rejoint, parfois je pêche avec la vieille canne de grand-père. Parfois, je regarde simplement l'eau et je comprends enfin quelque chose. Être ignoré ne signifie pas que vous êtes sans importance. Être rejeté ne signifie pas que vous êtes indigne. Parfois, les gens ne parviennent tout simplement pas à reconnaître la valeur de ce qu'ils ont. Grand-père a reconnu le mien, et finalement, j'ai appris à le reconnaître aussi. Mes parents pensaient que cette lettre d'avocat me ferait renoncer à la dernière chose que grand-père m'a laissée. Au lieu de cela, il a révélé le plus grand cadeau qu'il m'ait jamais fait. Il s'était assuré que même lorsque ma propre famille avait choisi de ne pas me protéger, quelqu'un l'avait fait. Et cela valait bien plus que 320 000 $. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous d'une chose. Vous n'êtes pas obligé de continuer à prouver votre valeur aux personnes qui ont déjà décidé de ne pas le voir. Parfois, la fin la plus forte n'est pas la vengeance. C'est construire une vie paisible sans eux.
et finalement réaliser que tu n'as jamais été la personne qui avait besoin d'être réparée.